Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la nuit des enjeux actuels dirigé par Arnaud Guyot-Janin, diffusé en direct mardi 21 octobre 2014 de 21h30 à 23h. Il est diffusé en différé jeudi 23 de 21h30 à 23h également, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir chers auditeurs, pour ce nouveau libre journal des enjeux actuels. Cette émission sera rediffusée jeudi à la même heure, c'est-à-dire de 21h30 à 23h. Aujourd'hui, nous allons parler de famille traditionnelle, si tant est que celle-ci ne soit pas déjà mise à mal déjà depuis un bon bout de temps, mais elle reste néanmoins des piliers et un des socles fondateurs de notre société. J'ai donc intitulé cette émission « Comment défendre la famille traditionnelle après la manif pour tous », mais vous verrez que nous ne tiendrons pas à cette seule question. Nous aurons bien d'autres questions que nous allons nous poser, et quand je vais vous citer le nom des invités, vous allez comprendre pourquoi. Farida Belgoul, bonjour, vous êtes porte-parole des journées de retrait à l'école, les JRE, et également présidente de la Fédération de parents engagés et courageux, la FAPEC. Frédéric Pichon, vous êtes Bonsoir. Président du Cercle des avocats libres et vous avez été également l'avocat, l'animateur et l'un des membres du Printemps français, association qui s'était constituée autour de Béatrice Bourges pendant la manif pour tous il y a maintenant 1 an. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas vraiment une association, c'est un état d'esprit. Il n'y avait pas de statut, de structure organique. Voilà. Christian Brosio, bonjour. Bonsoir. Plaisir de vous accueillir une nouvelle fois dans cette émission. Vous êtes un habitué. Vous êtes rédacteur en chef adjoint des pages Histoire à Valeurs Actuelles. Alors, nous allons parler avec Farida Belgoul, Frédéric Pichon et Christian Brosio de la famille traditionnelle, de la manif pour tous, et puis des initiatives qui ont été lancées parallèlement à la manif pour tous et après la manif pour tous, notamment par Farida Belgoul, qui subit des attaques de toutes parts, de la part des gros médias en externe, si j'ose dire, et des petits médias en interne également. Elle va nous répondre aux questions que nous lui poserons. Vous pourrez rebondir évidemment, Frédéric Pichon et Christian Brosio, si vous le souhaitez, sur les propos de Farida Belgoul. Et vous, chers auditeurs, téléphonez pour poser des questions à Farida Belgoul, si vous le souhaitez. Alors, première question déjà pour faire un état des lieux que je pose à tous les trois. On a beaucoup entendu parler ces dernières semaines de la manif pour tous. C'était la 4e ou la 5e du genre. Frédéric Pichon, vous avez écrit un article sur Boulevard Voltaire sur la récupération de la manif pour tous par l'UMP. Vous-même, Farida Belgoul, vous n'aviez pas été invité à la famille pour tous. Vous aviez été en quelque sorte proscrite ou interdite de séjour dans cette manifestation. Et vous avez néanmoins tenu à continuer à combattre pour ces valeurs traditionnelles et cette famille traditionnelle. Quand vous avez vu par le canal de la télévision, de la radio, des journaux, des échos que vous avez eus, et que vous faites aujourd'hui un bilan global de la manif pour tous, ce qu'elle a pu être depuis, disons, 1 an et demi, et notamment lors de cette dernier défilé, qu'avez-vous pensé, que pensez-vous du bilan critique, du bilan global de la manif pour tous, et qu'est-ce que vous pensez pouvoir aujourd'hui y substituer ? Alors, la question s'adresse déjà dans un premier temps à Farida Belgoul, puis Frédéric Pichon et Christian Brosio pourront intervenir dans un second temps. Est-ce que la manif pour tous, ça n'a pas été, comme le disait Christian Brosio dans une précédente émission, un petit peu la manif pour nous ?
C'est-à-dire une manif pour certains, ou la manif pour certains. Et la manif pour rien, parce qu'on juge un arbre à ses fruits. Je crois que là, on est dans une situation où plus le temps passera et plus nous serons à même de regarder sans déni, le bilan de la manif pour rien pour certains et pour personne. Parce que finalement, qu'avons-nous obtenu grâce à la manif pour tous ? Je crois que malheureusement, nous n'avons rien obtenu de concret. Nous avons été certainement mobilisés dans la rue. On connaît ma position extrêmement pleine de recul à l'égard des manifestations et des pétitions également. Je l'ai souvent dit, je ne pense pas que l'heure soit à pétitionner ou à défiler, mais je crois vraiment que l'heure est à combattre. Nous devons nous battre. Et nous battre ne consiste pas, que les auditeurs me pardonnent, de ma fermeté ou de ma radicalité, que les auditeurs me pardonnent, mais l'heure n'est pas à se balader dans les rues. Parce que nous sommes dans la situation aujourd'hui où nous sommes passivement en train d'assister à la mise à mort de nos enfants. Et au travers de cette mise à mort de nos enfants, nous assistons encore passivement à la mise à mort de la civilisation humaine. Et là, il n'est pas question de voir ce combat au travers du prisme religieux ou politique ou social. Nous devons comprendre aujourd'hui, lorsque j'appelle à une convergence de toutes les forces vives, au-delà de tous les clivages, qu'il s'agit effectivement d'un tsunami de type catastrophe naturelle. Et votre religion, votre identité, votre race, votre milieu social ne vous épargnera pas. C'est la raison pour laquelle j'appelle encore et j'appellerai toujours jusqu'à ce que l'arche de Noé en prenne quelques-uns. Et que le déluge s'abatte sur les autres, j'appelle à la convergence de toutes les forces. La manif pour tous n'a pas fait ce travail de fédération des forces vives. Elle a évolué en dépensant sur les 3 années de son existence. Alors on va en parler. 5 millions d'euros pour rien. Sans fédérer, et en laissant croire à une population qui manifestait avec elle, population sincère, population prête à en découdre avec le pouvoir, population prête à comprendre les choses dans le sens de ce qui constitue mon combat, c'est-à-dire pas de compromis avec la société transgenre, pas de compromis avec l'utérus artificiel, pas de compromis avec le clonage reproductif humain, pas de compromis avec l'idéologie du genre. Nous ne pouvons pas passer d'une planète à une autre. Alors, et c'est la raison pour laquelle je dis encore, nous devons nous battre, et nous battre ne peut pas être une balade à Paris ou à Bordeaux ou à Lyon. Alors vous avez toujours tenu, malgré tout, Farida Belgoul, dans les critiques qui ont été les vôtres à propos de la manif pour tous, et notamment vous avez ciblé les organisateurs, mais vous n'avez pas toujours fustigé la base. Les gens qui ont manifesté dans la rue, bien entendu. Jamais les manifestants de la base, pour la bonne raison que je serais extrêmement malhonnête de le faire. Et il est hors de question pour moi de, accuser les foules. Nous savons très bien que le pli qui est pris dans tous les mouvements, c'est celui de la tête. C'est la tête, c'est par la tête que ça pourrit ou c'est par la tête que ça gagne. Nous avons le corps qui joue un rôle considérable, mais faut-il que celui-ci soit bien guidé. Bien guidé. Nous avons besoin, pour gouverner nos mouvements respectifs, d'abord d'un principe qui est celui de la convergence et de les faire aller les uns en direction des autres, et deuxièmement, de les gouverner sainement, c'est-à-dire de les amener effectivement à se battre selon des principes clairs, qui sont forcément révélés, les principes clairs autour desquels nous nous rassemblons, ils sont forcément révélés. Moi, je n'ai pas vu de volonté humaine apporter quelque chose de mieux que ce que le Seigneur de l'univers lui-même nous a transmis. Ça, c'est une chose qui est claire. Deuxièmement, il nous faut notre intégrité et notre indépendance par rapport au pouvoir. Ces critères doivent être mis en œuvre de manière active. Nous ne pouvons pas nous limiter et faire croire que cette histoire de salut de l'humanité,
par le combat qui devrait se lever fermement pour sauver les enfants, se limite à être un combat politique ou électoraliste ou syndicaliste ou associatif. C'est un combat à mort contre ceux qui ont déclaré la guerre à la famille, à la civilisation et qui s'attaquent aux enfants qui sont les plus faibles. Alors on va voir que vous ne vous contentez pas justement d'opérer des critiques radicales, mais que vous avez mené un certain nombre d'initiatives et que vous poursuivez les actions qui justement font en sorte que la Manif pour tous se trouve un peu reléguée en quelque sorte en dernière de peloton, et que vous êtes toujours très présente à travers la scène associative et la scène médiatique même à certains égards. Frédéric Pichon, même question sur la Manif pour tous. Vous étiez à chaque fois, à chaque défilé de la Manif pour tous. Quel sentiment avez-vous rétrospectivement et qu'en avez-vous pensé quant à la dernière manifestation ? Et est-ce qu'il y a récupération de la Manif pour tous par l'UMP ? Alors, dans l'ordre, je vais répondre. Je voudrais essayer de jeter un regard positif et constructif. Oui. Je suis d'accord pour partie avec l'analyse de Farida Belgoul. Simplement, j'essaye de voir le côté positif. Le côté positif, c'est que je me souviens très bien en novembre 2012, au moment de la première manifestation parisienne, il y avait quelques manifestations en province, on était assez sceptiques. On avait le sentiment que face à ce raz-de-marée nihiliste auquel nous assistons, que ça ne s'agit pas simplement d'un projet anecdotique, et on voit bien que derrière le mariage de 7000 personnes, il y a l'idéologie du genre, vous avez la PMA, la gestation pour autrui, le transhumanisme, une conception de l'humanité évidemment qui est totalement changée. Et pour reprendre les mots de Christiane Taubira, c'est un changement de civilisation. Les mots de Vincent Payon, il faut arracher les enfants au déterminisme familial, culturel et religieux. Donc c'est un projet, pas faire un dessin, de quelques obédiences philosophico-ésotériques, pour dire les choses très clairement, qui vise à détruire la civilisation et qui s'inscrit dans un projet plus global de destruction des identités, des nations, des souverainetés. Donc le combat que nous menons est un combat global. La première manifestation, on ne pensait pas être autant. On pensait être 25 000 personnes et on a été surpris, on était entre 100 000 et 200 000. Et là, on a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il y a eu la première grande manifestation le 13 janvier avec 800 000 personnes. Et puis, à mon sens, le premier tournant où il y a eu une occasion manquée, c'était le 24 mars 2013. Le 24 mars 2013, c'était dans un contexte où il y avait une très forte dynamique. Il y avait 700 000 pétitions qui avait été faite. Farida parlait tout à l'heure de pétitions, devant le Conseil économique, social et environnemental, et alors que les conditions juridiques étaient réunies pour que cette pétition, à tout le moins, soit étudiée. Jean-Paul Delevoye a reconnu, a fait un aveu absolument monstrueux, selon lequel il avait appelé le Premier ministre pour avoir son avis sur la question de savoir s'il fallait transmettre cette pétition. C'est quand même un aveu de soumission au pouvoir politique où on dit à ces gens-là, à ces 700 000 personnes, vous n'existez pas. C'était la phrase de Jean-Pierre Michel qui rappelait que la loi, de toute façon, c'était une question de rapport de force, faisant sienne la vieille dialectique marxiste. C'est-à-dire que ces personnes ont été ouvertement méprisées. Et le 24 mars, avec effectivement ce qu'on appelait la mouvance du printemps français, certaines personnes se sont dit, eh bien, sans entrer dans la violence, parce que la violence n'est jamais la solution, mais quand on mène un combat, ce que font les syndicalistes, eh bien, on est forcément dans le rapport de force. Et je pense que nous avons manqué une occasion essentielle ce 24 mars, lorsque il y avait 1 400 000 personnes. Moi, j'ai les chiffres réels de la préfecture de police. 1 400 000 personnes à vue de la Grande Armée. Et que si, à un moment donné, voilà, j'entends bien que c'est un risque pour les organisateurs, mais il faut savoir ce qu'on veut. C'était dit, on va sur les Champs-Élysées. C'était possible. Ne serait-ce que symboliquement. Symboliquement, non pas pour faire évidemment un coup d'État, non pas pour en découdre, mais je pense que le poids des mots, le choc des photos, la symbolique aurait été telle que je pense que non pas ce coup de force, mais ce rapport de force aurait désorganisé le pouvoir et l'État, et que je pense que cette loi ne serait pas passée. Ça a été la première occasion manquée. De là est né quand même, et on en discutait tout à l'heure, je pense que j'ai vu une jeunesse de jeunes gens bien élevés qui se sont... Peut-être trop bien élevés, mais qui se sont radicalisés, parce que le pouvoir a réagi brutalement. Il se trouve que, voilà, j'ai animé un collectif d'avocats pour défendre ces jeunes qui ont été placés en garde à vue. Il y a eu quand même 1000 gardes à vue. Des gamins, des filles de 18 ans qui ont fait 24 heures, 48 heures de garde à vue. On a vidé les commissariats, à cette époque-là, de tous les délinquants pour
pour des jeunes qui manifestaient avec des drapeaux roses. C'est dire quand même la disproportion avec laquelle les services de l'État ont traité une population inoffensive. Et une partie de ces jeunes se sont radicalisés, non pas, ils sont pas devenus violents, mais ils sont il y a eu les premières gardes à vue, le procureur de la République s'est dit on va mettre ces petits jeunes en garde à vue, on a mis 70 jeunes un soir, 25 jeunes filles dans 18 mètres carrés, c'était des conditions épouvantables, et ils vont se calmer. Eh ben non, ils sont pas calmés. Alors il y a eu des mouvements qui sont nés de tout ça, les veilleurs un peu pacifiques, peut-être un peu trop, mais il y a eu une... Ou au contraire plus saignant, si j'ose dire, voilà. Avec le jour de colère, par exemple. Alors, donc, il y a eu une partie de cette population qui s'est radicalisée, qui a pris conscience qu'on n'était pas, effectivement, dans le monde des bisounours, et qu'il fallait aller plus loin, non pas, encore une fois, j'insiste bien là-dessus, dans la violence, mais dans la contestation, dans le rapport de force. Et la deuxième occasion manquée, je pense, effectivement, ça a été en février de cette année, lorsque la Manif pour tous a manqué le coche des journées de retrait de l'école, des JRE. Ouais. Parce que je pense qu'effectivement, si le projet de loi famille qui devait passer à ce moment-là, a été retiré, ça n'est pas, je ne veux pas dire du mal, la Manif pour tous, c'est pas la manif des 500 000 personnes en février 2014 qui a impressionné le pouvoir, c'est la menace effectivement des JRE, parce que d'une part ça touchait peut-être un autre public, plus large et plus populaire, moins sociologiquement marqué, je dis ça sans aucune méchanceté, et d'autre part... Vous voulez dire il faut traduire moins bourgeois et plus transversal sur le plan racial et religieux. En partie. Et je pense aussi que le chaos qui aurait résulté de ce rapport de force, et d'ailleurs il y a eu un rapport de la DCRI il y a quelques semaines pour savoir si la Manif pour tous allait ou pas se rapprocher de la journée de retrait des écoles. Donc il y a eu une véritable crainte de la part des services de l'État d'une contagion, c'est-à-dire d'un acte de désobéissance civile. Alors le mot désobéissance civile, il faut faire attention parce qu'il ne s'agit pas de prôner le chaos, nous sommes responsables, nous sommes pour la recherche du bien commun. Mais lorsqu'il s'agit véritablement, qu'on a conscience qu'il s'agit d'un enjeu de civilisation, d'un processus de destruction systématique, pensé, organisé, méthodique, de tous les éléments fondant la civilisation humaine, eh bien là, oui, je pense que l'objection de conscience systématique aurait permis d'enrayer cette machine folle. Et je pense que ça a été la deuxième occasion manquée. Hannah Arendt a écrit de très grandes pages là-dessus. Oui. Il est évident, je souscris complètement à votre propos, Frédéric Pichon, il est évident que si en février nous nous étions retrouvés Manif pour tous et JRE à faire une JRE nationale, c'était plié pour le pouvoir. C'était plié pour le pouvoir pendant très longtemps. Nous aurions pu, comme je le dis souvent, nous reposer un peu parce que les manifestants de la Manif pour tous qui combattaient quand même depuis 2-3 ans étaient fatigués et nous aurions obtenu, non pas la victoire définitive, mais en tout cas un sacré bon délai pour reconsidérer les choses et retrouver nos forces. Alors avant de vous poser la dernière question, que je vous ai posée à l'instant, vous estimez à combien le nombre de militants ou de sympathisants proches de la mouvance qui était la vôtre, à savoir celle du Printemps français par rapport au plus grand nombre, c'est-à-dire par rapport à 1 million de personnes qui étaient présentes à la Manif pour tous. Les gens qui se sont retrouvés quelques centaines ou quelques milliers? Non, je dirais même potentiellement quelques dizaines de milliers, avec évidemment... oui, c'est important. Vous avez toujours un noyau dur, mais des gens qui ont été sensibilisés par cette question, qui n'attendent que les événements ou les circonstances pour se réveiller. Alors simplement, aujourd'hui... Après, il y a un effet dynamique en plus. Oui, alors simplement, aujourd'hui, on ressent un peu d'usure, et à la dernière manifestation, c'est vrai qu'on y allait un petit peu par devoir, parce qu'il fallait y aller, parce qu'il ne fallait rien lâcher, mais on a senti qu'il y avait plus peut-être l'enthousiasme, c'est pas un mot qui suffit, mais la combativité. On y allait plus par devoir et que par conviction que cette dernière manifestation allait changer les choses. Mais vous avez parlé de l'embourgeoisement, enfin c'est moi qui en ai parlé, mais vous vouliez dire que sociologiquement il y avait quand même cette composante bourgeoise qui existait. Il n'y a pas que ça, parce que dans les premières manifestations, je me souviens, celle massive où il y avait 1 million de personnes, il n'y avait pas 1 million de Versaillais. Je me souviens qu'il y avait par exemple la serveuse des Deux Palais, de gens extrêmement modestes, d'éducatrices sociales qui venaient de Picardie par exemple, parce qu'elles sentaient qu'en tant qu'éducatrices
éducatrices ou assistantes sociales qu'on touchait vraiment à quelque chose de sensible. Donc, première manifestation, ça a été hétéroclite. Après, il y a eu effectivement, c'était un peu les troupes un peu fidèles, on va dire globalement de l'Église catholique, parce que c'est un petit peu ça aussi, sans être caricatural. Mais effectivement, parce que j'allais vous poser la question, s'il y a une tendance lourde, moyenne bourgeoise, petite bourgeoise, grande bourgeoise, comme vous voulez, peu importe, et que en plus il y a eu récupération de la part de l'UMP, alors il y aurait une sorte de congruence ou de cohérence entre un panel sociologique représentatif de la bourgeoisie et un parti bourgeois comme l'UMP qui en serait le phagocyteur. Alors moi, je fais comme Farid Abelgoul, je distingue quand même les manifestants, la majorité des manifestants, même s'il y a certaines tendances dont vous avez parlé, d'une partie des organisateurs, parce que je connais aussi des gens qui sont dans l'organisation, qui sont de bonne volonté, qui sont des bénévoles sincères, et donc il ne faudrait pas non plus être injuste vis-à-vis de cela. Mais ultimement, je pense que le calcul de la Manif pour tous, qui est victime à la fois peut-être de son milieu et aussi d'une politique de communication où il faut plaire. Donc forcément, les élus Front National, ça fait un peu désordre, c'est politiquement incorrect, alors que l'UMP, ça passe un petit peu mieux. Rappelons tout simplement, Frédéric Pichon, que lors de ce défilé, les membres du Front National, députés européens, députés à l'Assemblée nationale comme Mario Maréchal Le Pen ou Gilbert Collard étaient présents, ainsi qu'Emmanuel Choprade. Ils ont été, pour la plupart d'entre eux, ils ont pu manifester, ils n'ont pas pu discourir. Seul Kamel Béchiche, mais qui représentait Fils de France, a pu faire un discours, et sinon, l'exclusivité des discours a été réservée aux gens de l'UMP. Alors, ça a été plus subtil que ça, c'est-à-dire que les politiques ne sont pas montés sur la tribune. Ce qui a été dit aux élus du Front National qui voulaient prendre la parole, qui étaient assez nombreux, il y avait 11 députés européens quand même, c'est-à-dire la moitié des députés européens du Front National étaient présents, et ils sont là vraiment pour les connaître assez sincèrement, contrairement à M. Copé, qui, une fois que la loi a été votée, a fait marche arrière. M. Copé n'était pas là lors de la dernière manifestation, effectivement. Non, d'ailleurs, une fois que la loi a été votée... il était pour le mariage homosexuel il y a 3 ans. Donc on a bien vu tout ce cinéma d'une partie des gens de l'UMP. Aujourd'hui, il n'y en a peut-être que 2 ou 3, dont M. Mariton et M. Gosselin, qui sont sincères. Bien que M. Mariton est toujours en train de marier dans sa mairie des homosexuels. Hein. Alors, j'ai quelques anecdotes sur M. Mariton, mais on dirait que je fais on ne va pas s'attarder là-dessus. Le personnage mais simplement, pas la peine. Ce qui a été dit, c'est que les politiques ne montraient pas sur la tribune, qu'il y aurait juste des vidéos préenregistrées. Dans les vidéos, on a eu tous les politiques, quasiment tous les partis politiques, sauf évidemment les gens du Front National. Donc là, certains se sont sentis un petit peu mis à l'écart. Et puis, une fois, ça va, mais au bout de 4 ou 5 fois, quand on s'appelle la Manif pour tous, eh bien, tout le monde a sa place. Moi, ce que j'avais écrit dans un article, les chrétiens, les musulmans, les athées, les gens de gauche, les gens de droite, les gens d'extrême gauche, les gens d'extrême droite, c'est la manif pour tous. Et donc, il est important que tout le monde soit représenté. Et là, on sent bien que la stratégie de la manif pour tous, à mon sens, c'est de servir, de rester dans cette illusion qu'ils vont pouvoir influencer la droite libérale et parlementaire. Alors, ils attendent comme le Messie que Sarkozy, du bout des lèvres, puisse esquisser la possibilité éventuelle de réécrire le texte de loi, ce qu'il ne fera de toute façon jamais. Et donc là, c'est maintenir... Si tant est qu'il en ait envie, puisqu'il a donné un entretien il y a 3 semaines lors du journal télévisé pour son retour en politique, en disant qu'il y avait beaucoup plus d'autres sujets dont il fallait s'occuper, dont le chômage, et que par conséquent, la loi sur le mariage pour tous n'était pas remise en question. Dont surtout, il était urgent, a-t-il dit, d'autoriser l'exploitation du gaz de schiste. Alors quand même, par rapport, je pense qu'il faut que les gens n'aient pas la mémoire courte. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une accélération avec la gauche, mais ça a commencé avant. Moi, j'étais avocat quand même pendant des années avec mon confrère Triomphe. Lorsque la droite était au pouvoir, les poursuites judiciaires au nom du politiquement correct devant les tribunaux, j'étais l'avocat de Christian Vanesse, qui a été poursuivi pour des propos soi-disant homophobes, parce qu'il disait que l'homosexualité, non pas les personnes, était un danger pour l'humanité. Ça s'est passé sous la droite. La création de la HALD a été créée sous la droite, et c'est par le biais notamment de la HALD, qu'on a commencé à diffuser la théorie du genre sous couvert d'égalité, qu'on a voulu toucher les cours d'histoire, qu'on a donné des recommandations aux établissements pour qu'on enseigne, des théories totalement fantaisistes, voire néfastes et nocives. Monsieur Luc Châtel n'est pas complètement étranger à tout ça non plus. Ça, c'était déjà en place avant. Donc il faut bien se garder l'illusion que c'était pas mieux avant et qu'un retour de Nicolas Sarkozy, c'est pas le retour, ou qui est attendu comme Napoléon après les 100 jours, c'est pas le retour du Messie. Il ne changera rien, il faut bien que les gens le comprennent, et je pense que c'est une illusion de bercer les gens dans ce retour hypothétique. Alors je vais donner 2 chiffres et vous demander de ne pas y répondre parce que vous nous encourrez sinon la diffamation.
Les 3 précédentes défilés de la Manif pour tous ont coûté 38 millions d'euros. Non, 4 380 000 euros. Et le dernier défilé a coûté 300 000 euros. Ce sont des chiffres qui émanent du Salon Beige. On peut se poser la question de savoir qui paye. Voilà. Alors maintenant, vous aurez à y répondre. C'est une question qui, a priori... Je pense que c'est pas diffamatoire de répondre. Je pense qu'il y a un patronat catholique qui existe et qui donne de l'argent et qui finance. Je ne pense pas. Pour le coup, que l'UMP ait financé ces manifestations, en tout cas directement. Je pense qu'il y a des bus qui ont été affrétés par certaines fédérations, effectivement. Mais je pense que là, sur cette question, en tout cas, il y a un patronat catholique qui est assez riche et qui a financé assez largement. Christian Brosio. Peut-être que vous avez des éléments différents. Surtout, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. J'ai pas d'éléments, en tout cas pour. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les cotisants, même s'ils sont d'extraction bourgeoise, ne peuvent pas donner autant d'argent sur autant de manifestations. Non, mais attendez, vous avez des familles qui viennent de province, qui prennent le TGV, qui prennent. Ça finit par coûter cher tout ça. Quand même. Ce qui est certain, c'est qu'il y a aussi de grands groupes du CAC 40. Ce sont des grands groupes internationaux qui, au contraire, ne financent pas la Manif pour tous, mais financent, au contraire, tous les lobbies qui militent en faveur d'idéologie du genre. Et une grande partie du MEDEF participe de cela. Il faut quand même le rappeler. Ils se partagent un petit peu la tâche. Oui. D'ailleurs, aux États-Unis, tous les grands groupes économiques, toutes les multinationales sont toutes favorables à ces soi-disant avancées sociétales. Parce qu'il y a vraiment une volonté, et je pense qu'on n'est pas dans la théorie du complot, malheureusement, une volonté de créer des individus atomisés, déracinés, qui seraient des consommateurs totalement manipulables. C'est la fameuse phrase de Pierre Berger, il faut pouvoir louer son corps comme on loue la force de travail d'un travailleur. Hein. Louer son bras à l'usine ou louer le ventre d'une femme, quelle différence? Oui, c'est ça. Ouais. Alors Farida Christian Brosio. Non, pardon. Simplement, j'aurais une question à poser à Frédéric Pichon. Quelle est, Frédéric Pichon, l'évolution de l'attitude? Quelle est l'attitude réelle? Quels sont les différents courants? D'abord, peut-être y a-t-il différents courants au sein de l'Église catholique et, enfin, en tout cas, en France, de l'épiscopat français vis-à-vis de la Manif pour tous? Il y a eu un soutien, mais assez timide quand même. Vous avez les évêques de choc, vous avez 5-6 évêques de choc, Monseigneur Hayé à Bayonne, vous en avez 5-6 qui sont toujours en première ligne, qui appellent les troupes à partir au combat, et puis vous avez les autres qui soutiennent le combat, mais vous avez aussi des positions... Quelle est la position de Monseigneur 23, par exemple ? Il est, me semble-t-il, totalement opposé. D'abord, il faut savoir que Ludmille de la Rochère a été porte-parole des évêques de France, donc il y a des liens. Mais simplement, je pense que l'Église a la raison de ne pas agir directement. C'est aux laïcs catholiques à mener ce combat. Ça n'est pas, et je pense que ça serait mal perçu, malheureusement, en France, dans un pays qui est devenu très anticlérical, que l'Église, par le biais de ses représentants, appelle à y aller directement. Donc, je pense que cela, pour le coup, c'est un travail de laïcs. C'est aux laïcs chrétiens. Oui, mais la question de Christian Brosio est d'autant plus pertinente qu'il vient d'y avoir un synode sur la famille du pape François, et qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, parce que les positions des progressistes et la position de certains traditionalistes ne sont pas totalement conformes, me semble-t-il, au message qu'a délivré le pape François, et les anathèmes qui ont été proférés ces derniers jours contre lui sont en dissonance avec les écrits qui émanent de sa part et qui vont être probablement ratifiés et confirmés dans un an. Donc ça sera intéressant d'y revenir. Notamment sur le chemin de pénitence à propos des couples mariés, divorcés, remariés, etc. On a simplifié de manière volontaire, à mon sens, d'un côté comme de l'autre. Hein. Oui, le journal Le Monde, il y a une instrumentalisation, évidemment. Le journal Le Monde s'est félicité de ce qui
qui n'était pas écrit, en croyant que c'était écrit, et certains traditionalistes ont pensé qu'effectivement le journal Le Monde avait raison, et par conséquent ont réprouvé ce qui n'était pas dans le texte. Ouais, donc, je pense qu'il faut commenter ça avec beaucoup de prudence. Il faut être dans le discernement le plus et l'honnêteté la plus totale. Oui, je pense qu'il faut être prudent. Alors Farida Belgoul, vous avez commencé vos actions après et pendant la manif pour tous en janvier 2014 et jusqu'en juin 2014, vous avez pu, contre l'idéologie du genre, contre la théorie du genre, mettre sur pied les JRE, les journées de retrait à l'école. De l'école. Ça permettait à ce que pendant un jour sur une année par mois, il puisse y avoir des parents qui prennent la responsabilité d'enlever leurs enfants de l'école pour riposter contre l'abécédaire de l'égalité, qui était un livre dont vous avez eu a priori raison, puisque dans les écoles, depuis le départ de M. Payon et de M. Hamon, l'abécédaire de l'école a été retiré. Mais cela dit, ça n'est pas pour autant que la théorie du genre a disparu des manuels scolaires, donc vous continuez le combat contre la théorie du genre. À ce moment-là, vous avez quand même réussi une certaine percée, on a beaucoup entendu parler de vous. Ça, c'est déjà une première victoire qu'on peut mettre à votre actif. C'est le retrait de l'abécédaire de l'égalité grâce à l'action des JRE. Excusez-moi de vous interrompre. Il n'y a pas de livre qui s'intitulerait l'abécédaire de l'égalité. Il s'agit d'un programme qui porte le nom d'abécédaire de l'égalité et qui rassemble toute une série d'actions qu'on a proposées aux enseignants sur des zones expérimentales à mettre en œuvre dans le sens de l'enseignement du genre, ou plutôt de la mise en œuvre concrète de l'idéologie du genre dans les petites classes. Vous voyez, ce n'est pas un livre. Oui. Donc, le combat qui a été mené avec la journée de retrait de l'école, il a été clair. C'était de délivrer au pouvoir un message en disant « Nous avons conscience que c'est notre collaboration qui vous permet d'avoir le pouvoir. Si nous vous retirons les enfants, vous ne pouvez plus avoir la chair sur laquelle vous exercez vos maléfices. » Ça, c'est la première chose qui est très claire. Mais le caractère spectaculaire de la JRE avait aussi pour objectif d'informer. Parce que j'avais donc constaté que sur le net, de nombreuses vidéos, de nombreux rapports, de nombreux intervenants de qualité faisaient le travail pour nous dire ce qu'il en était de cette idéologie et de son application clandestine dans les écoles, mais que ça ne perçait pas le mur du son. Donc, j'ai voulu, en lançant la journée de retrait de l'école, faire une opération d'information active. Parce que se limiter au net, c'est se limiter à une population qui le sait déjà. C'est comme se limiter à une population qui va déjà dans les conférences. Vous savez, quand on fait une conférence, a priori, tous ceux qui sont présents, ça n'a pas été le cas dans le cadre de la JRE, c'est ça qui était formidable, c'est que cette opération d'information active, spectaculaire, radicale au sens de prendre les choses à la racine, ont permis de faire éclater sur la place publique le complot, parce qu'il s'agit d'un complot qui se menait dans l'ombre à l'éducation nationale. Donc la JRE, ça a été notre première action. Celle-ci s'est maintenant structurée dans un mouvement autonome, et je tiens beaucoup à ce que ce mouvement le soit. Pourquoi ? Parce que je vous dis... La FAPEC, Fédération autonome des parents engagés et courageux. Pourquoi l'autonomie est importante ? Pourquoi il le faut comme critère décisif et seul capable de conduire les parents à la victoire ? Eh bien parce que justement, il n'y aura aucun parti, aucune institution, aucune association institutionnalisée qui pourra, mieux que les parents, défendre les enfants. Et tout ce qui pourra rattacher les parents à une organisation ou une institution où ils délégueront ce pouvoir de père et ce pouvoir de mère nous conduira à la défaite. Donc, cette fédération autonome doit rester autonome parce que c'est le critère essentiel qui nous conduira à la mobilisation, à l'engagement, au courage, et avec ces faits d'armes que nous mettons en place, peut-être avec l'aide de Dieu, à la victoire. Si les parents sont phagocytés politiquement, dans une organisation ou une idéologie quelle qu'elle soit, les enfants seront sacrifiés. Je ne veux pas dire par là que les parents n'ont pas la liberté de faire de la politique ou du syndicalisme ou de participer
à une vie associative quelconque. Ce n'est pas mon combat que de vouloir circonscrire les gens. Je dis simplement que sur cette question de l'idéologie du genre, il faut la convergence de tous, et en particulier une convergence forte dont on a déjà mesuré les résultats excellents, c'est la convergence des chrétiens et des musulmans pour sauver la loi naturelle, auquel nous appelons encore tous les autres à se joindre. Ça, les agnostiques, les païens, tous les hommes de bonne volonté. Tous les autres, mais il est important qu'on voit, parce qu'on sait très bien que la Manif pour tous, c'est des cathos. Et on sait très bien que la JRE a regroupé beaucoup de musulmans. Mais je veux quand même annoncer cette chose très importante, parce qu'on ment sur cette question. La FAPEC n'est pas une fédération de parents musulmans, mais loin s'en faut. Je publierai bientôt, je dirais, ce qui n'est pas très légal, mais je me débrouillerai pour qu'on le comprenne sans que je me retrouve avec des problèmes. Mais je publierai bientôt une sorte de statistique ethnique de la FAPEC. Et on se rendra compte que nous sommes rejoints par de nombreux catholiques ou d'agnostiques. Et d'ailleurs, au niveau des cadres de la FAPEC, pour l'instant, je suis la seule musulmane. Mais vous avez notamment la personne du père Horowitz, un père qui était intervenu sur Radio Courtoisie en votre présence ici, ainsi que Christian Brosio, qui se trouve à Toulon-Fréjus et qui a pris fait et cause pour vous et qui a même pris fait et cause structurellement, si j'ose dire. Oui, puisqu'il est désormais le vice-président de la Fédération autonome des parents engagés et courageux et qu'il appelle, on l'a entendu à plusieurs reprises, il le refera, tout le monde, en particulier les chrétiens et les catholiques bien sûr, à rejoindre cette fédération pour se battre. Parce que je vais toujours revenir sur le même thème, c'est que sans la mobilisation active, sans le courage, sans l'engagement, sans les prises de risques, sans la possibilité de se faire calomnier, sans la possibilité de perdre personnellement des choses pour le bien commun et la victoire collective et le salut des enfants, on n'arrivera à rien. Ce n'est pas un combat de bisounours. Nous avons en face de nous les gens les plus cruels. Nous avons en face de nous les gens les plus impitoyables. Nous avons des gens qui sont absolument déterminés sur leur calendrier à nous massacrer définitivement. Tant qu'on n'a pas compris cela, on n'a pas compris les enjeux actuels qui se posent à la France en particulier et que tout le monde regarde. Moi, je reviens de la Russie où j'ai fait un petit voyage éclair pour créer une organisation internationale de parents. Et interne à la FAPEC, on peut dire, une sous-section de la FAPEC. Non, pas du tout. Même pas. Oui, la FAPEC représente la France dans cette alliance internationale parentale. C'est-à-dire que connue à Moscou et en Allemagne, j'ai été invité à travailler régulièrement sur la mise en place d'une organisation internationale et j'y ai évidemment souscrit et collaboré puisque nous sommes dans un complot, alors que le mot plaise ou pas, il n'empêche qu'il renvoie à une réalité claire et nette. Nous sommes dans un complot qui est mondial. Donc nous ne pouvons pas envisager ce combat enfermé dans l'Hexagone. Et vous en êtes la porte-parole de la France. Je suis la porte-parole de la France dans cette alliance internationale. Donc, nous ne pouvons pas nous enfermer dans l'Hexagone pour la bonne raison, notamment, indépendamment du fait que ce combat est mondial, ou plutôt que cette tentative de destruction de l'humanité est mondiale, nous ne pouvons pas nous enfermer dans les seules frontières de l'Hexagone parce qu'en France, nous avons désormais une population qui est en train de baisser les bras et des élites qui trahissent. Donc nous devons impérativement, avec ce qui nous reste de gens mobilisés, comme Frédéric Pichon, vous-même, Béatrice Bourges, certains prêtres comme le père Horowitz, quelques élites musulmanes qui sont encore extrêmement timides parce que cachées derrière leur peur de se faire éventuellement expulser, nous devons impérativement fédérer les élites qui sont capables aujourd'hui de faire effectivement le travail qu'il faut faire et de prendre la tête d'un mouvement de fédération en appelant la France entière à se mobiliser de manière effectivement radicale contre un fléau qui est radical. Alors, je crois que c'est clair, c'est net, c'est précis. Je vais donner la parole à Frédéric Pichon et puis à Christian Brosio. Mais ça va mieux en le disant, puisque vous avez souvent soutenu cet axe, je dirais, islamo-chrétien, en l'élargissant aux non-croyants. Il faut préciser néanmoins que ceux qui se revendiquent comme étant catholiques ou musulmans ne sont pas nécessairement des catholiques et des musulmans qui, sur le plan confessionnel, effectivement, se revendiquent de cette religion, mais qui l'appliquent à la sphère de la cité. Ce sont en général plutôt des catholiques qui, dans la cité, sont prêts à s'allier à des musulmans dans la cité. Cela sans œcuménisme spirituel. Vous, Farida Belgoul, parce qu'il faut dire les choses franchement, vous êtes en revanche, disons-le très franchement, une musulmane
plus qu'amis du christianisme. On voit bien dans vos références et dans la façon dont vous vous exprimez, quand vous parlez du Christ, etc., vous parliez du Seigneur de l'univers tout à l'heure, qu'il y a une référence très fondamentalement, sinon chrétienne, christique dans votre islamité. Et cela est très rare de nos jours parce que on veut nous enfermer dans un œcuménisme spirituel, relativiste, sans voir les analogies possibles entre le christianisme et l'islam, et tout en voyant aussi les différences fondamentales et dogmatiques qui peuvent exister entre elles. Mais que ce soit l'abbé de Tanoir, avec qui vous aviez pris langue, ou avec Frédéric Pichon aussi, qui est catholique, il n'y a pas forcément de congruence sur le plan religieux entre vous. Il y a un même combat de différentes religions contre la civilisation moderne occidentale de déracinement, et avec tout ce que ça peut entraîner comme matérialisme, relativisme, hédonisme, consumérisme, etc. Vous soulignez aussi, parce que ça me semble important, c'est que vous êtes passé au déracinement national. C'est substitué aujourd'hui à un déracinement planétaire, et qu'à ce déracinement planétaire doit répondre une conscience planétaire de ce déracinement. C'est-à-dire qu'on ne s'en tiendra pas simplement à des limites hexagonales, mais qu'il faut peut-être aller plus loin encore, de façon européenne et même peut-être mondiale, puisque les mots étant mondiaux, il faut peut-être répondre aux mots mondiaux par la mondialité même de ces affirmations-là. Mais je dirais aussi que mon désir d'aller sur le terrain international, évidemment, ne sacrifiera pas le terrain national, loin s'en faut, et c'est aussi par l'international que j'aimerais, ça va faire sourire tout le monde, que la France chrétienne se restaure. Je pense que, en regardant par exemple du côté de la Russie, c'est là-bas aussi un espoir qu'ils ont de voir que la France chrétienne se restaure. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette musulmane qui voudrait revoir le retour de la France chrétienne? Pour une raison bien simple, c'est que justement, en tant que musulmane, je préfère vivre dans un pays chrétien, si tant est que je doive continuer à poursuivre mon chemin sur cette terre ici, je préfère être dans la France chrétienne que dans la République laïque et maçonnique. Alors quand je dis laïque, il faut l'entendre comme l'espace qui n'est pas un espace inclusif, comme on nous l'a fait croire pendant tout le temps, mais un espace qui est justement excluant, n'est-ce pas? Pas laïque, mais laïciste. Si vous voulez, laïcard, comme on le disait. C'est-à-dire intégriste laïque. Là où dans l'espace public, les religions ne sont pas tolérées, alors que dans l'espace public, la religion peut être tolérée. Il y a la religion de Payon qui est tolérée et qui trouve tous les moyens pour se réaliser et avancer. Le problème, il est là, c'est qu'on nous ment. C'est-à-dire que lorsqu'on nous renvoie, nous, à une espèce de pensée religieuse archaïque et barbare, on oublie exactement parallèlement que nous sommes à l'origine, les uns et les autres, de différentes grandes civilisations humaines qui ont fait leurs preuves de beauté et de laideur. C'est-à-dire que, comme le disait Shakespeare, le grand et le petit coexistent dans une civilisation. Et une civilisation ne se juge pas à ses moments les plus bas, mais à ses moments les plus élevés. Là, en revanche, lorsqu'on regarde la contre-civilisation laïciste, laïcarde, des moments élevés, on ne les trouve que lorsqu'ils se déchaînent contre les clercs, contre les croyants, contre les indigènes, comme ils les ont appelés dans le monde entier, et qu'ils ont fait couler le sang et les larmes des chrétiens et des musulmans. N'oubliez pas que dans les colonies, ce sont les mêmes qui ont torturé et massacré des populations qui ont fini par se retrouver ici en France parce que tout simplement, historiquement, elles ont été délogées par eux il y a 2 siècles. Et que ce coup de pied dans la fourmilière de l'harmonie internationale qu'on connaissait avant les colonisations, eh bien, aujourd'hui, on est en train d'en payer le prix. Donc, on ne peut pas revenir en arrière. Ça, je crois que tout le monde ici, autour de cette table, sera d'accord pour le constater. Nous nous retrouvons maintenant ensemble sur un territoire. Nous devons donc trouver des critères qui pourraient nous permettre de sauver ce que communément ensemble nous voulons sauver. Et nous voulons sauver la civilisation humaine et la loi naturelle que nous considérons, nous, en tant que croyants, comme révélée, mais qui peut être acquise par des non-croyants comme étant une loi du bon sens, à savoir que un homme est de manière innée de sexe masculin et donc de genre masculin, et que c'est à partir de ce caractère inné qu'on lui attribuera dans différentes sociétés ou différentes civilisations un rôle qu'il jouera de
la manière masculine définie par ces critères en question, et même chose pour les femmes. On ne peut pas aller vers la confusion que nous propose le transgenre. Alors, n'est pas possible. Je vous rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Aujourd'hui, une émission sur le thème « Comment défendre la famille traditionnelle après la manif pour tous ». Sont invités Farida Belgoul, porte-parole des journées de retrait... Alors, de l'école et non pas à l'école, JRE, et présidente de la Fédération des parents engagés et courageux, la FAPEC, Frédéric Pichon, qui est président du Cercle des avocats libres, et Christian Brosio, rédacteur en chef adjoint des pages Histoire à Valeurs actuelles. Vous vouliez intervenir, Frédéric Pichon? Oui, quand Farida Belgoul, excusez-moi, parlait de la dimension internationale. Ouais. Je pense que les mobilisations françaises de l'année dernière ont été quand même un témoignage au monde. C'est-à-dire qu'on a vu dans le monde entier des manifestations massives qui ont porté un coup d'arrêt malgré tout. On l'a vu dans certains pays, je crois, sauf erreur de ma part, de la Colombie, où cette question avait été évoquée et finalement la loi n'a pas été votée. Donc il y a eu un coup d'arrêt temporaire. On gagne peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, mais le temps est précieux aussi. C'est un genre de guerre de toute façon qu'on gagne au centimètre. Exactement. Donc même si on a une lame de fond, donc de toute façon, pour le moment, le travail de retardement, on fait un travail de retardement parce que les armes sont illégales. Mais vous parlez de la Russie et moi j'espère effectivement beaucoup dans la Russie. Ce n'est pas pour rien qu'on essaye de discréditer Vladimir Poutine et que les lobbies atlantistes américains financiers justement s'acharnent contre lui. C'est que aujourd'hui c'est une pôle de résistance majeure à cette tentative de destruction des peuples, des nations, des identités et les libéraux et les ONG qui transmettent en ce moment aussi bien des ouvrages que l'idéologie du genre en question à Moscou accusent le président Vladimir Poutine d'être un homophobe. En fait, il ne s'agit pas du tout de ça. Il n'y a eu aucune loi contre les homosexuels qui aurait été prise à l'initiative de Vladimir Poutine. Il a simplement interdit que la propagande LGBT ne soit pas délivrée en direction des mineurs, de surcroît. Que les adultes fassent ce qu'ils veulent dans un espace privé sur lequel nous n'irons pas jeter de regard parce que nous n'avons pas l'habitude de manger de cette soupe-là, certes, mais Vladimir Poutine n'a simplement été clair sur une chose, il ne veut pas de comportement ostentatoire, sexuel dans la rue, que ce comportement sexuel ostentatoire provienne d'homosexuels ou d'hétérosexuels. Donc, il a voulu protéger les mineurs de cette propagande dont nos enfants souffrent aujourd'hui. De manière complètement impunie de la part de l'institution. C'est d'ailleurs assez incroyable, avant de passer la parole à Christian Brosio, parce que on pense au général de Gaulle pendant les années 60, et qu'on soit gaulliste ou pas gaulliste, on n'image pas que le général de Gaulle puisse tolérer ce que nous voyons en France. Ah non, ça pas vraiment. Et on voit bien en revanche ce que ni le plug anal de la place Vendôme, ni les Femen, ni on voit bien en revanche qu'il aurait pu tout à fait aller dans le sens de Vladimir Poutine en Russie, et tout le monde n'aurait, mais tout le monde aurait trouvé ça normal. Mais tout le monde. Donc, Arnaud, c'est assez extraordinaire. Arnaud, ce que défend Vladimir Poutine sur ce plan, mais c'était ce qui était défendu dans toutes les sociétés il y a encore... en tout cas, c'était totalement défendu, c'était évident jusqu'à la fin des années 60, et c'était encore défendu dans les années 60, jusqu'au début des années 80. Et aujourd'hui, la simple défense par Vladimir Poutine, d'interdire la propagande homosexuel auprès des mineurs est considéré comme un acte terrible c'est du nazisme. Il y a une chose aussi très intéressante. C'est quand même extravagant. Et on ne voit pas d'ailleurs. Il faut dire qu'avec tout ce qu'on lui colle sur le dos, si en plus il est un tout petit peu regardant sur des mœurs qui sont a priori pas tout à fait dans la ligne, évidemment, ça le suspecte. On aimerait que Barack Obama, qui condamne Vladimir Poutine, condamne aussi les monarchies wahhabites qui sont beaucoup plus répressives vis-à-vis des homosexuels. Ça c'est sûr. Oui. Sont pourtant quasiment tous eux-mêmes. Bon, et qui sont en plus. C'est un autre sujet. Mais ce que je voulais dire à propos de Vladimir Poutine aussi, c'est de souligner, par exemple, l'intérêt de son discours du Nouvel An 2013. Parce qu'il a dit quelque chose d'extraordinaire qui m'a été rapporté donc quand j'étais là-bas. Il a dit, et c'est exactement la position de la FAPEC, et ça c'est magnifique, c'est la position de la JRE, et c'est la position de la FAPEC. Il a dit que, concernant le combat qui se menait actuellement, pour justement défendre les enfants et la loi naturelle et la civilisation, ce combat-là distinguait les vrais patriotes des faux. Ça c'est la première chose. Et que deuxièmement, les conditions matérielles
n'allaient pas du tout être surmontées, les crises matérielles ne seraient pas surmontées par l'argent ou par justement des politiques économiques, financières savantes. Et qu'il proposait que ce soit l'amour authentique, l'amitié sincère, le respect de la famille, la protection de l'enfant et des vieux, qui seraient les critères qui permettraient de mettre à bas, justement, y compris les crises matérielles qui nous pèsent actuellement et qui vont aller en s'amplifiant et en s'aggravant. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. C'est-à-dire que lorsque Poutine dit que l'argent n'est pas le nerf de la guerre, ou en tout cas que le combat ne peut pas uniquement être celui-là pour obtenir les victoires, eh bien je souscris totalement à ce discours et c'est ce que nous vivons dans la FAPEC, c'est-à-dire que nous disons il faut évidemment de quoi manger et payer quelques factures, mais ce dont nous avons besoin, ce sont justement ces relations humaines saines de protection, d'entraide et de solidarité mutuelle qui nous permettront tout de suite, quel que soit le pouvoir en place, de vivre un minimum en paix et dans des structures saines. Christian Brosio. C'est d'autant plus intéressant, Farida Belgoul, ce que vous voulez, et vous avez parfaitement raison de souligner ce discours du Nouvel An 2013 qui est très important. Et je signalerai également 2 autres discours. L'un de Vladimir Poutine lors d'un forum de géopolitique tenu il y a 1 an, en novembre 2013, fin octobre ou début novembre 2013, qui est à relier, qui redisait à peu près la même chose et qui redisait également, qui tenait des propos quasi similaires, en tout cas très parallèles à ceux tenus 1 mois auparavant devant l'Assemblée générale de l'ONU par le président iranien Rouhani, qui soulignait, aussi bien le président iranien que Vladimir Poutine, soulignait que l'Occident était aujourd'hui parti en guerre contre des souverainetés, qu'il s'agissait d'une guerre qui en fait n'était pas seulement une guerre géopolitique, mais qui était aussi une guerre civilisationnelle. Ce qui d'ailleurs recoupe le propos, j'en profite pour rappeler l'un des derniers livres du philosophe italien Costanzo Preve, intitulé La 4e guerre mondiale, et qui raconte cela justement, que derrière les enjeux géopolitiques qu'il y a actuellement entre l'Occident et la Russie, et l'Iran, etc., il y a également un enjeu civilisationnel. C'est une guerre civilisationnelle. 4e guerre mondiale. Voilà. La 4e, c'est après le communisme, le national-socialisme. Après les 2 premières guerres mondiales et la guerre froide. Arrive le globalisme, le capitalisme globalisé. Contre les identités des peuples. Et c'est une guerre menée contre tous les peuples et contre toutes les civilisations. Alors nous passons le bobino et nous nous retrouvons tout de suite après. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. Cette langue belle, Radio Courtoisie continue de l'honorer. Dimanche 23 novembre, nous célébrerons le 27e anniversaire de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dimanche 23 novembre, à midi, venez déjeuner avec les patrons d'émissions de Radio Courtoisie dans le salon de la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine. Le prix Jean Ferré 2014 sera décerné à l'issue du repas à la personnalité qui a, selon les auditeurs de Radio Courtoisie, le mieux servi la langue française durant les 3 dernières années. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 49 € par personne à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour recevoir vos billets d'entrée. Vous pouvez aussi participer au premier tour du prix Jean Ferré en envoyant dès maintenant à Radio Courtoisie un bulletin de vote établi sur papier libre où vous porterez le nom de votre choix. Au dimanche 23 novembre, à midi, sur la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie
Voilà, on se retrouve au Libre Journal des enjeux actuels, au micro Arnaud Guyot-Janin. J'ai invité aujourd'hui Farida Belgoul, porte-parole des journées de retrait à l'école et présidente de la Fédération Parents engagés et courageux, la FAPEC, Frédéric Pichon, président du Cercle des avocats libres, et Christian Brosio, rédacteur en chef adjoint des pages Histoire à Valeurs Actuelles. Alors, on a plusieurs messages d'auditeurs qui vous félicitent. Bonsoir, merci d'avoir invité Farida Belgoul et maître Frédéric Pichon. Cela redonne des forces, ils ne sont pas tous devenus tièdes. Inviterez-vous aussi Béatrice Bourges? Bah oui, elle est conviée quand elle veut. Et même, d'ailleurs, on va, je pense, avec Farida Belgoul et Frédéric Pichon, refaire des émissions l'année prochaine et essayer de régulariser ça pour vous tenir au courant des initiatives des uns et des autres et continuer le combat, justement. Béatrice Bourges en fait naturellement partie. Une campagne officielle va être lancée contre la prostitution à l'intérieur des collèges. En même temps, on lance le programme abécédaire. On emmène les enfants voir des expos du style... Bon, ça, c'est l'expo Place Vendôme. Les enfants ne vont-ils pas devenir fous ? Bonsoir, la population de la Manif pour tous et celle des journées de retrait sont différentes, école privée et école publique. Pourquoi voulez-vous que les parents d'écoles privées participent aux journées de retrait ? Je peux répondre ? Alors, je termine la phrase et vous allez répondre. Je suis pessimiste sur les capacités d'analyse et de réaction des parents qui scolarisent leurs enfants dans le public, télé à gogo et maman au boulot. Merci pour cette émission. Alors déjà, de quelle école privée parle-t-on ? Est-ce qu'on parle des écoles privées religieuses catholiques ou des écoles sous contrat Bon. Tout à fait, la distinction était à faire, donc vous l'avez faite. Il y a beaucoup d'écoles privées sous contrat qui se retrouvent logées à la même enseigne que les écoles publiques, c'est-à-dire que la même soupe transgenre est servie, sauf que là, elle coûte rien et là-bas, elle coûte cher. Donc la journée de retrait de l'école concerne aussi bien les établissements publics que privés, y compris, pourquoi pas, les écoles hors contrat, pour la bonne raison que nous faisons partie d'une communauté nationale, si je ne m'abuse, et que si 3/4 des enfants de l'école publique et privée sous contrat se retrouvent massacrés, quel sera à terme le sort des autres quand ils sortiront de leur grotte ? Ils se retrouveront en face de populations transgenres, avec lesquelles évidemment ils auront à faire, et ne pourront absolument plus du tout mener l'existence qui avait été celle de leurs parents, et a fortiori encore moins celle de leurs grands-parents. Donc on ne peut pas être un citoyen, pour employer ce terme que j'aime pas trop, mais admettons, puisque c'est celui qui vaut pour l'instant dans l'histoire de la France et de la République, on peut pas être un citoyen coupé des autres. On peut pas être un Français coupé des autres. Et aujourd'hui même, on peut pas être un Français coupé d'un Allemand ou d'un Russe sur cette question, justement, de la dégénérescence du monde qui nous conduit, pour des raisons d'argent, mais aussi pour des raisons perverses, à détruire le socle sur lequel nous avons toujours vécu de toute éternité, point barre. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y a des gens qui peuvent imaginer que parce que leur môme est dans une école hors contrat, celui-là ne sera pas finalement attiré par le modèle de Conchita Wurst, ils se trompent totalement. Et nous ne pouvons pas, vu le poids du nombre, parce que nous sommes dans le règne de la quantité, lorsque le nombre lui-même aura été totalement perverti, la petite qualité cachée dans sa grotte sombrera de la même façon que le grand nombre. Et ça, c'est l'intelligence minimum d'un enfant de 16 ans bien éduqué qui pourrait répondre de cette façon-là. Donc je m'inquiète beaucoup que des adultes ne le comprennent pas, et je suis heureuse de voir qu'autour de cette table, on le comprend, et c'est la raison pour laquelle nous parlons de convergence de tous. Alors, convergence de tous. Il y en a certains qui ne le comprennent pas, Farida Belgoul, et on va en parler. Parce que vous avez donc gagné une première bataille avec les JRE, on en parlait tout à l'heure à propos de l'abécédaire de l'égalité. Vous avez fondé la FAPEC, et puis en septembre de cette année, il y a un mois, vous avez été attaqué par différents médias d'ailleurs, et sous différentes dénominations. D'abord, il n'y a pas 2 mois. En fait, ce qui s'est passé, pour aller vite, parce que ça me paraît important. Juste pour essayer de serrer bien les problèmes. D'abord, vous avez eu le problème de la procédure disciplinaire, puisque vous avez écrit un texte intitulé Belkacem vs Belgoul. Non, ça. Belkacem vs Belgoul. Voilà. Et l'Éducation nationale vous en a voulu, le ministère de l'Éducation nationale vous en a voulu, et vous avez été convoqué
convoqué pour pouvoir vous expliquer sur ce texte et sur la façon dont vous aviez pu le rédiger. Non, il y avait 2 points. Attendez, ça c'est le premier point. Ah bon. Et puis alors, après, il y a eu le deuxième point, c'est que vous avez été mis en congé maladie. Non, c'est pas ça du tout. Excusez-moi, Bon. Arnaud. Je suis désolée. La procédure disciplinaire, Arnaud, comporte 2 motifs. Le premier motif, vous aviez tout à fait raison, c'est cet article que j'ai écrit, Belkacem vs Bellegoul. Mais il y avait un deuxième motif qui est quand même très important à signaler, c'est le fait que j'ai incité les parents à retirer leurs enfants de l'école. Ouais. Ça, c'est les 2 motifs de la première procédure. Ouais. Voilà, je vous laisse poursuivre. Troisièmement plutôt, vous avez été à ce moment-là, on vous a demandé de vous expliquer devant. On vous a reproché en fait d'être en congé maladie et de partir en Russie. Alors là, écoutez, on a la première procédure dont je viens de parler pour les 2 motifs qui sont sérieux. À partir de là, on m'a demandé de m'expliquer sur le fait que, étant en congé maladie depuis la première semaine de septembre, je me sois rendu effectivement à Moscou. Les raisons qui m'ont conduite à Moscou dans le cadre d'un congé maladie, je viens de vous les expliquer. Ouais. Donc je ne vais pas y passer 3 heures, ça plaît très bien, on le comprend parfait. On ne le comprend pas, c'est qu'on n'a rien compris justement. Donc restons-en là, je ne vais pas développer sur ces questions qui finalement nous éloignent justement de l'engagement, du courage et de la prise de risque. Ça, c'est clair et net. Ensuite, parallèlement à ces attaques du ministère et des mainstream et des fédérations de parents d'élèves corrompus, corruptrices et qui comptent, par leur soumission au pouvoir, entraîner les familles aussi vers l'abîme, c'est rajouter d'autres attaques. C'est-à-dire que dans un premier temps, de janvier à septembre, octobre, je savais que mon mouvement était diabolisé, comme d'ailleurs l'a été la Manif pour tous, et il demeure. Hein, je savais que la JRE et la FAPEC, a fortiori, étaient diabolisées. Mais j'ai appris à mon corps défendant, dans la semaine qui vient de s'écouler, que la FAPEC, Fédération autonome des parents engagés ou courageux, était aussi un mouvement qui était convoité. Donc je me suis retrouvée avec des attaques de l'extérieur, de la part de ceux qui me diabolisent, et des attaques de l'intérieur d'un mouvement contestataire ou résistant à l'oligarchie qui a voulu récupérer le mouvement que j'avais initié avec les JRE et qui s'est structuré dans la FAPEC. J'ai reconnu très très vite qu'il s'agissait d'un putsch plus ou moins organisé aussi de l'extérieur des rangs de la FAPEC, et j'ai immédiatement réagi parce que mon expérience me le permettait. Donc, j'ai immédiatement pris les mesures qui s'imposaient pour que le fonctionnement de la FAPEC, justement, ne soit pas un fonctionnement de putschiste, et j'ai pris mes responsabilités en tant que leader, porte-parole et chef des armées pour que je mette à bas ce putsch qui a été relayé par le site Égalité et Réconciliation, alors même qu'aucune règle élémentaire de concertation n'avait vu le jour dans le cadre des rangs de la FAPEC, et que Égalité et Réconciliation a pris le parti de relayer un communiqué faisant état d'une pseudo-démission collective qui n'avait jamais eu lieu, puisque ce communiqué, dans un premier temps, à 2 reprises est apparu anonyme, et finalement est réapparu une 3e fois avec des signataires qui n'appartenaient même pas au mouvement. Donc, il s'agissait d'une opération qui était très malheureuse, que j'ai qualifiée de putsch anonyme, et qui, aujourd'hui, a connu un terme grâce à la rapidité avec laquelle je suis intervenue en tant que présidente, avec mon équipe, et notamment le secrétaire général Roman Rodriguez et le trésorier, ainsi que l'équipe qui, autour de nous, a immédiatement accepté de me prendre comme chef de guerre pour empêcher immédiatement que ce premier putsch en entraîne d'autres et nous amène finalement dans la République bananière qui aurait conforté les projets du pouvoir pour nous conduire définitivement à l'abîme. Qu'est-ce qui vous a fait le plus mal? Les attaques externes, notamment de la Règle du jeu de Bernard-Henri Lévy ou de l'Express, ou de gens venant plutôt de l'intérieur et qui étaient évidemment vos proches? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Dans ce genre de choses, dans ce genre de situation, tout fait mal et tout vous renforce. Tout ce qui ne tue pas me rend plus fort, disait Nietzsche. Je sors de là
convaincu qu'il faut effectivement que je prenne les mesures qui s'imposent dans la guerre qui nous est menée et que ces mesures concernent l'intérieur comme l'extérieur. Désormais, c'est très clair. Je sors avec un cuir plus épais, je sors avec une détermination encore plus forte et je sais que dans ce pays, en France, comme sur le plan international, aujourd'hui, des interlocuteurs, des partenaires me soutiennent. Nous avons vu dans le cadre du putsch, par exemple, un véritable soutien populaire autour de ma personne. Et c'est ce qui a conduit notamment les putschistes à la défaite. Nous n'allons pas passer notre temps à commenter cet événement mineur. D'ailleurs, si les auditeurs le veulent, ils peuvent aller sur votre site JRE et puis regarder les posts que vous avez envoyés. Cet événement gravissime, mais cependant mineur, est là comme un signal, justement, pour dire au porte-parole, au chef de guerre que je suis, qu'il est temps de prendre effectivement les mesures qui s'imposent et mettre en place les structures qui permettront d'aller à la guerre sans que cela implose de l'intérieur à la première occasion, sous n'importe quel motif. Alors le fait qu'il y ait maintenant, en quelque sorte, pardonnerez le raccourci, mais 3 organisations, les JRE, la FAPEC et l'organisation que vous avez, dont vous êtes la porte-parole pour l'Europe et que vous êtes rendu... Non, les JRE n'est pas une organisation, Bon. Les JRE est un mode d'action. Alors est-ce que vous allez continuer ce mode d'action sachant que la FAPEC continue et poursuit son travail? Est-ce que vous pensez que vous allez encore mettre à exécution certaines JRE ou est-ce que vous pensez que vous passez à autre chose maintenant? Écoutez, tandis que Belkacem, Payon, Hamon et consorts apprenaient aux enfants l'idéologie du genre, nous avons, dans le cadre de cette action JRE, appris aux parents le retrait. Maintenant, c'est dans leurs mains. Ils sont responsables de leurs enfants. Moi, je ne peux pas sauver à moi toute seule les millions d'enfants scolarisés dans le privé ou dans le public. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, je dis que la JRE reste un moyen d'action privilégié parce que c'est celui qui met le pouvoir à mal. On veut mettre le pouvoir à bas, eh bien, on peut se servir de la JRE parce que c'est une action forte. On n'en a pas le courage, eh bien, ce seront nos enfants qui tomberont. La JRE reste une action que nous revendiquons, que nous mettrons en œuvre à chaque fois qu'il sera nécessaire, mais faut-il que nous ayons l'aval des parents eux-mêmes? C'est-à-dire que, par exemple, si nous prenons actuellement l'événement gravissime de l'exposition Zizi sexuelle à la Cité des Sciences à la porte de la Villette, il est clair qu'on ne peut pas se limiter à dire « Oh, c'est terrible, mon enfant va y aller ». Non, à un moment donné, vous prenez votre courage à deux mains par amour pour votre enfant. Parce que si vous, le père, si vous, la mère, ne prenez pas le risque, ne prenez pas la responsabilité, qui d'autre le fera à votre place? Donc la JRE est très clairement un moyen d'empêcher vos enfants d'être sacrifiés dans cette exposition. Nous sommes en train de faire un reportage sur les conséquences de cette exposition sur les enfants. Vous allez voir, c'est tout à fait épouvantable. Donc, moi, ce que je crois, c'est que dans le cadre de la FAPEC, il est possible de mettre en place des délégations de parents FAPEC et non pas de siéger dans les conseils d'école qui ne servent à rien. Je l'ai dit, il s'agit d'aller sur le site jre2014.fr pour connaître ma position quant aux parents d'élèves délégués dans les conseils d'école ou dans les conseils d'administration. C'est stérile. Donc, je propose le fonctionnement par délégation de parents, par délégation de parents FAPEC ou non. On peut aller vers la directrice en délégation, la directrice de l'école ou le directeur de l'école en délégation de parents, qu'on vienne de la FAPEC ou pas. Venir de la FAPEC, c'est mieux parce que ça veut dire qu'on vient à partir d'une organisation qui est et sera de plus en plus forte, ce qui permet effectivement, Frédéric Pichon en parlait tout à l'heure, de créer des rapports de force parce que c'est ce dont nous avons besoin. Aller dans un premier temps vers un chef d'établissement et lui dire « Nous voulons savoir, par exemple, si vous avez l'intention de conduire nos enfants à cette exposition d'usine sexuelle abominable, et vous vous engagez par écrit. » Vous vous engagez par écrit parce que nous sommes une délégation de parents légitimes à vous poser la question et à vous imposer cet engagement par écrit. Et si cet engagement par écrit n'est pas obtenu par cette délégation, quelle autre solution? La journée de retrait de l'école sur l'établissement en question. Alors, est-ce que la FAPEC
ou alors vous ne voulez pas nous le dire tout de suite, mais est-ce qu'il y a des actions que vous comptez mener dans les mois qui viennent ? Il y a déjà des actions présentes dont on ne parle peu malheureusement, parce que évidemment avec les attaques de l'extérieur, de l'intérieur, de la droite, de la gauche, du haut, du bas, évidemment on est en train de étouffer le travail que nous faisons actuellement. Quelles sont les actions en cours ? Il y a une opération à laquelle je tiens beaucoup, c'est la fameuse opération compte traditionnel qu'on trouve à la page d'accueil de notre site. Cette opération compte traditionnel, elle est magnifique. C'est-à-dire que nous avons mis en place un contre-feu à la transmission des idées du genre par notre transmission, je dirais, millénaire de la parole traditionnelle des vérités premières. Nous proposons aux parents, dans le cadre de cette opération, un conte par semaine avec un questionnaire qui permet d'engager le dialogue lorsqu'on n'a pas les idées des questions à poser avec les enfants. Cette opération peut s'effectuer à la maison, mais aussi de manière collective dans le voisinage proche, et vous verrez les résultats. C'est-à-dire que vous allez vous transmettre dans ce cadre familial ou collectif de voisinage les vérités premières contenues dans les contes traditionnels et qui sont les premières armes contre le gender et son idéologie. Ce travail doit impérativement être fait et déboucher finalement, nous le verrons plus tard, sur des expositions d'illustration de ces contes traditionnels qui pourront être présentées lors de fêtes que j'entends bien mettre en place, qui seront les fêtes de la fidélité. Fidélité qui parlera de la complémentarité homme-femme. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des sites de rencontres abominables qui font la promotion pour de l'argent de l'infidélité et de l'adultère. Donc la FAPEC, aujourd'hui, est en train de s'organiser. Vous me faites sortir nos actions de la bouche avant même qu'elles aient été mises en place, mais pourquoi pas ? Vous êtes un bon journaliste. Et Radio Courtoisie est là pour ça. Voilà. Eh bien, nous allons mettre en place très rapidement une première fête de la fidélité. Cette fête devra se démultiplier dans toute la France et ce sera la fête du couple fidèle, de l'homme et de la femme fidèles, pour élever ses enfants selon les vérités premières que je propose de transmettre aux enfants, notamment par l'intermédiaire de l'opération Conte traditionnel. Notamment. Et il y aura d'autres actions. Je suis en train de travailler avec Maria Poumier, enfin c'est plutôt elle qui travaille que moi, mais disons que moi je lui recherche les financements tandis qu'elle fait le travail de fond pour réaliser un documentaire sur ce qu'on appelle pudiquement la GPA, qui n'est rien d'autre que la grossesse pour autrui, qui n'est rien d'autre que la marchandisation des ventres. D'ailleurs, je conseille à nos amis les dissidents d'arrêter de reprendre la novlangue du PS et du pouvoir, parce qu'il faut que nous trouvions les bonnes expressions pour montrer l'abomination de tous ces projets, n'est-ce pas ? Donc, GPA, ça ne veut pas dire gestation pour autrui, ça veut dire grossesse pour quelqu'un qui a de l'argent et qui a décidé que sa sexualité ne lui permettant pas d'avoir naturellement cet enfant, eh bien, qui a décidé d'aller l'acheter sur un marché, c'est une abomination. Et puis quand l'enfant ne correspond pas aux critères attendus... On le jette à la poubelle, bien sûr. C'est arrivé dans certains pays, notamment en Australie, je crois. Voilà, donc acheter des gamètes, du sperme, faire du clonage clandestin en attendant que les lois le permettent officiellement, c'est une abomination, bien évidemment. Nous ne pouvons pas, chrétiens et musulmans et agnostiques, c'est impossible parce que autant se suicider tout de suite, ça sera beaucoup moins douloureux. Parce que de voir nos enfants jour après jour périr sous nos yeux et être dans dans la désestime de soi. Vous savez, c'est terrible que de perdre l'estime de soi parce qu'on n'est pas courageux et qu'on n'a pas été capable de défendre les siens. Et les plus petits d'entre nous, eh bien, autant se suicider immédiatement, alors même que justement, notre religion nous impose noblement de vivre et de nous battre. Qu'est-ce que vous inspirent ces propos, Frédéric Pichon et Christian Brosio ? De l'enthousiasme. Oui. Moi, j'ai toujours l'espérance. Je crois que malgré ce raz-de-marée nihiliste, il y a toujours, au fond de chaque être humain, des ressorts d'énergie. Et je crois qu'il faut surtout pas céder à cette espèce de politique de la terreur qui est menée, alors à un niveau peut-être modeste, mais néanmoins extrêmement pénible. J'imagine cette espèce de harcèlement dont vous êtes victime sur le plan judiciaire. Et je pense que c'est ce qu'essaye aussi de faire le système, de différentes manières à intimider
intimider les personnes. Et ben, je crois que, comme disait Solzhenitsyn, celui qui résiste ne tombe pas, il n'y a que le fuyard qui tombe. Et que si nous sommes plusieurs, et que nous sommes solidaires, et que nous résistons, nous tenons, alors nous ne tomberons pas. Non seulement nous ne tomberons pas, mais nous remporterons ultimement la victoire. Parce que de toute façon, les valeurs sur lesquelles nous fondons, ce sont des valeurs éternelles. Et je crois qu'il y a de toute façon quelqu'un là-haut, il ne nous demande pas de gagner, il nous demande de nous battre. Exactement. Voilà. Exactement. Frédéric Leplay disait « La France deviendrait demain une banlieue de Bourges qu'il ne faudrait pas moins continuer à dire la vérité ». Donc le témoignage, mais aussi l'action. Bien sûr. Et cela nous rappelle aussi cette fameuse maxime de Georges Bernanos, l'espérance, c'est un combat qu'il faut tenter, qu'il faut mener, à risque à courir. Farida Belgoul, vous avez été souvent invité sur Radio Courtoisie, vous avez souvent eu des messages d'auditeurs, souvent pour vous complimenter d'ailleurs, pour votre action, etc. Vous avez dit tout à l'heure que il y avait depuis le début un front islamo-chrétien qui s'était créé, mais qui n'était pas exclusif et qui pouvait intégrer des juifs, des agnostiques, des païens, etc. Vous aviez été très largement allié à Civitas et à Alain Escada. Est-ce que vous continuez de mener le combat avec lui, ou sans lui, ou un peu avec lui ? Où en sont vos relations aujourd'hui ? Est-ce qu'il vous accompagne toujours dans le même combat ? Mais Alain Escada et moi, on s'est parlé récemment, je crois, il y a une quinzaine de jours au téléphone, et nous sommes absolument d'accord sur le fait que nous continuons dans le sens de la convergence. Il est important que ce soit réitéré, réaffirmé, il est important qu'on le montre. Parce que c'est vrai que depuis la rentrée, nous ne nous sommes pas encore montrés. Alors je pense que je vais proposer justement à Alain Escada un certain nombre d'actions avec lesquelles nous pouvons encore faire, notamment avec les Russes. Ça me paraît extrêmement aussi important. Et je suis absolument convaincu que Alain Escada et moi, nous allons continuer ensemble à défendre la loi naturelle. De toute façon, quel autre choix avons-nous ? On ne peut pas imaginer que Alain Escada ne sache pas mieux qu'un autre que aujourd'hui c'est le principal combat à mener, parce qu'il est évident que les autres clivages en dépendent, si je peux m'exprimer ainsi, et comme on pourrait l'imaginer, les autres combats, une fois que nous aurons sauvé l'homme, c'est-à-dire la dimension humaine de la civilisation, lorsque nous aurons sauvé l'homme comme créature, eh bien, les différences religieuses pourraient être effectivement discutées. Parce que là, aujourd'hui, parler de tout et n'importe quoi n'a plus du tout aucune légitimité. Et la seule peur, à mon avis, que nous devons avoir justement pour la surmonter et mettre en place le combat qui est nécessaire, c'est la peur du genre. Frédéric Pichon, je vous voyais que vous vouliez intervenir. Je pense qu'il faut rebondir. Je pense qu'effectivement c'est un combat essentiel, mais qui s'inscrit dans un combat plus global contre une oligarchie financière mondialisée qui détruit non seulement la famille, mais qui détruit aussi les souverainetés des nations. Si les peuples aujourd'hui n'ont plus de souveraineté parce que ces souverainetés ont été dépossédées par l'Union européenne, qui est un marchepied vers le gouvernement mondial au profit de la gouvernance et d'institutions internationales, et quand on voit par exemple des processus comme le traité transatlantique qui va encore déposséder les nations de leur identité, qui va permettre aux multinationales d'attaquer les États, les peuples n'auront plus aucune souveraineté. Donc je pense que ce combat, il s'inscrit dans un combat global contre l'idéologie mondialiste et marchande. Il y a plusieurs questions qui vous sont posées, Farida Belgoul. Madame Farida Belgoul a-t-elle perdu son poste et ses droits à la retraite pour être partie en Russie pendant son congé maladie ? Non, j'en suis pas encore là. On attend les décisions du recteur, lequel n'est qu'un représentant du ministre. Donc en fait, vous avez une vengeance probablement du ministre, si on peut le dire rapidement ainsi, dans la mesure où effectivement ce retrait de la BCD de l'égalité que nous avons enregistré en juin sous les faits et les coups de la JRE, aujourd'hui, tel que l'avait déclaré Madame Belkacem elle-même en janvier, elle avait dit que j'aurais à en rendre des comptes. À peine est-elle arrivée au ministère qu'elle le prouve en effet qu'elle ne l'a pas pardonné et qu'on y voit plutôt un règlement de compte personnel plutôt qu'une politique intéressante, même du point de vue de son camp. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que les enseignants aujourd'hui favorables au gender, à la BCD de l'égalité, au constructivisme contre lequel je me suis toujours battue, contre la méthode globale par exemple, ont forcément pris ma défense en disant mais écoutez, si ce devoir de réserve aujourd'hui est appliqué au cas Belgoul, nous savons parfaitement qu'il s'étendra à tous les autres enseignants après que cette jurisprudence-là ait été mise en œuvre. Donc aujourd'hui, des enseignants qui sont mes adversaires
ministère sont en train de faire comprendre au gouvernement qu'ils viennent une fois de plus de commettre une erreur politique très très grave. Donc j'attends les retours du rectorat qui ne seront que les retours du ministère et j'appelle la France à me soutenir et les enseignants à me soutenir, les avocats à me soutenir, les intellectuels à me soutenir, les parents à me soutenir, parce que il faudra bien comprendre que si je suis sanctionné, ne serait-ce même que d'un blâme, c'est la porte ouverte à la révocation me concernant au fur et à mesure, puisque ce blâme sera là pour m'effrayer, pour me dire qu'à la prochaine fois, ce sera pire, jusqu'à finalement la révocation. Ce blâme ne me fera pas abandonner le combat, qu'on se le dise. Donc, la révocation me guette. Au travers de moi, ce sont tous les enseignants qui sont attaqués et les parents, parce que si les enseignants, effrayés par cette sanction, se tairont à l'avenir sur ce qui se passe à l'école, les parents seront dépossédés des informations dont ils ont besoin tout de même pour défendre leurs enfants. Donc, le cas jurisprudentiel qu'on essaie de faire naître sur mon nom est une affaire nationale et j'appelle tous ceux qui sont conscients de la gravité de cette position actuelle du gouvernement par l'intermédiaire de cette sanction disciplinaire qui me guette, doit être fermement combattue. Alors, une dame nous demande de repréciser... Alors... Le titre de l'émission est « Comment sauver la famille ?» mais concrètement, que proposez-vous? Que peuvent faire des parents du privé hors contrat qui, dans les faits, font déjà 365 jours de retrait par an? Que faire concrètement? Que pensez-vous du chèque éducation pour concurrencer le public? Je vous soutiens et merci. Bien, moi je crois sur le chèque éducation. Moi je crois qu'il faut donner de la force à notre organisation autonome. C'est-à-dire que lorsqu'on est effectivement dans le hors contrat, on peut quand même adhérer à la FAPEC pour 20 € par foyer et par an. Parce que nous avons besoin, puisque nous sommes dans le règne de la quantité, d'avoir une représentation quantitative. Et le nombre qui se joindra à notre fédération, qui est ouverte, je le répète, à tous, sur cette base très simple, que le bon sens ou la foi, selon ce à quoi on se réfère, doit nous conduire à converger pour défendre ces petits-là et par là même la civilisation. J'ai mis sur le site jre2014.fr hier ou avant-hier un post qui montre que nous avons été rejoints d'une certaine façon par une organisation d'inspiration communiste qui s'appelle les parents, Résistance des parents russes. Ouais, ils ont la particularité d'être communistes et soutenant le président Poutine. Exactement, soutenant Poutine et voulant défendre la loi naturelle. Et là, j'ai vu des gens me dire, donc ils ont toujours pas compris, ah mais c'est horrible, les communistes, ils vont nous faire du mal, c'est eux qui ceci, qui cela. Je répète que ce combat doit dépasser tous les clivages. Je répète que le fait même d'être rejoint par des communistes est intéressant puisque l'adversaire veut nous diaboliser en nous faisant passer pour de l'extrême droite. Puis apparemment, ce sont des communistes traditionnalistes et réactionnaires, apparemment. Parce exactement. Que si c'était des authentiques communistes, à mon avis, ils ne vous auraient pas envoyé ce message-là. Voilà. Non, mais... Donc, du côté de la Russie, pardon Frédéric Pichon, je vous laisse la parole immédiatement. Du côté de la Russie, nous sommes rejoints aussi bien par les chrétiens orthodoxes que par les progressistes. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ce qui veut dire quand même éminemment que en Russie, la situation et la société est tout de même un peu plus saine que la nôtre aujourd'hui. Donc si nous pouvons, en allant justement entrer en contact avec des Russes, nous aurons tout à gagner dans le sens où nous allons leur apprendre, nous, ce qui est en train de se tramer, qu'ils n'imaginent pas toujours. Donc l'apport de l'information par la France est décisif et la Russie nous renverra par sa spécificité, une image selon laquelle, en effet, nous allons comprendre que nous pouvons résister. On a oublié de dire que vous avez été soutenu par 70 organisations russes, quand même, quand vous êtes revenu de Russie. Oui, j'ai été c'est important, par 70 organisations familiales russes, qu'elles soient, je dirais, que ce soit des instituts intellectuels ou des associations familiales. 70 associations russes m'ont soutenu, alors que je n'en ai encore pas une seule en France. Donc là, on est effectivement dans une situation qui laisse rêveur et qui doit nous faire comprendre la gravité de notre situation et que celle-ci, je rejoins Frédéric Pichon, moi aussi je suis pleine d'espérance, mais je suis aussi très combative. L'un n'empêche pas l'autre, effectivement.
Christian Et Brosio. alors justement, à Moscou, Farida Belgoul, y avait-il des représentants d'associations d'autres pays en dehors de vous pour la France et des Russes? Y avait-il d'autres pays de représentés pour mettre en place précisément ce combat international et mondial même, puisque c'est un problème mondial, en effet. Eh bien, il y avait l'Allemagne, en la présence de Matthias Ebert, qui est le président d'une association qui s'appelle Les Parents Inquiets en allemand, ou plutôt Les Parents Protecteurs, ça dépend de... Ou des parents sont allés en prison d'ailleurs en Allemagne pour avoir... J'y viens. Ouais. Donc il était accompagné justement d'un papa qui avait été en prison, celui dont on a connu l'existence sur le net. Ils étaient là tous les deux avec la petite fille qui est à l'origine de cette mise en prison de son propre père, et que les autorités aujourd'hui entendent aussi emprisonner la mère, parce que celle-ci était enceinte à l'époque, donc ils n'ont pas voulu mettre en prison une femme enceinte. Actuellement, elle est allaitante et elle doit faire sa journée de prison incessamment. Donc, j'ai rencontré là-bas Mathias, que je connaissais déjà, puisque nous avons eu l'occasion de le voir justement avec Madame Bourges et Monsieur Escada à Cologne. Nous avons fait une manifestation ensemble. Moi qui n'aime pas les manifs, vous voyez, je suis pas... Vous en faites quand même. Suis pas pourtant, vous en avez beaucoup fait aussi. Oui, j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune. C'est pour ça que je sais que ça sert à rien. Mais donc, on était déjà en contact, Mathias et moi. Nous avons continué à l'être. Nous avons fait des vidéos sur Skype. On a continué de réfléchir. Et nous avons été rejoints par Irina Bergset de l'association Les Mères Russes. À 3, nous avons commencé ce travail qui s'est conclu par la mise en place officielle de l'IPA, l'International Parental Alliance, pardon, monsieur... De Lesquin. Mais de Radio Courtoisie. Bien. Vous allez mettre 1 euro Je vais le faire. dans le cochonnet. Je vais le faire. Mais l'International Parental Alliance, c'est le nom officiel de ce groupement. Donc, l'Allemagne, la Russie et la France, nous allons progressivement nous ouvrir à d'autres pays, mais nous allons le faire progressivement parce que pour réussir, il faut se connaître, s'aimer, s'entraider. Et pour cela, il faut un peu de temps. Si nous devenions rapidement une organisation de 15 pays, eh bien là aussi on part au putsch. Mais il y a un autre pays quand même qui est représenté, Farida. Il y a l'Allemagne, il y a la Russie, il y a la France et il y a un autre pays, non, qui est représenté. Pour l'instant non, mais d'autres pays sont d'autres pays vont s'agréger. Une façon de réactiver l'axe Paris-Berlin-Moscou. Ah oui, j'y ai pas pensé effectivement. Exactement. Dont nous avons tant besoin. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Frédéric Pichon? Qu'est-ce que ça vous inspire? Je voulais rebondir sur l'exemple des parents communistes. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est la remise en cause la plus fondamentale des éléments fondateurs de l'humanité. C'est Claude Lévi-Strauss qui disait que l'altérité sexuelle, c'était la différence parmi les différences. C'est-à-dire que, quel que soit le temps, l'histoire, les religions ou l'époque, l'altérité sexuelle, ça a toujours été l'élément de toutes les sociétés humaines, même polygames, peu importe. Aujourd'hui, on remet en cause cette altérité pour véhiculer une espèce d'indifférenciation sexuelle. Et je pense qu'il y a un projet quand même, si on a une vision un petit peu plus métaphysique. Chesterton disait, chasser le surnaturel, il ne reste plus que ce qui n'est pas naturel. C'est-à-dire que lorsqu'on rejette la loi naturelle, qu'on appelle ça la loi naturelle ou loi de Dieu, eh bien, y compris ce qui est naturel devient tordu, devient perverti. Et là, on s'attaque à la création. Après avoir écarté Dieu de la cité, eh ben, on s'attaque à son œuvre. Et son œuvre, elle commence par quoi? Quand vous lisez le livre de la Genèse, hommes et femmes, il est créa. Ça commence par ça, la Bible. Donc on s'attaque vraiment à l'œuvre créatrice. Donc il y a vraiment un projet. Je ne veux pas utiliser les grands mots parce qu'on va nous accuser d'être des conspirationnistes ou arrêts, mais d'inversion, c'est celui de l'adversaire. C'est quand même un projet satanique. Avec un grand A. C'est tout à fait un projet satanique au sens pervers du terme. Parce que l'adversaire, c'est celui qui met les choses à l'envers. Bien sûr. C'est celui qui mime Satan. Satan mime Dieu, évidemment. Mais ça, c'est une autre émission qu'on ne va pas faire aujourd'hui parce que on est au bout de cette émission. Je vous remercie, Farida Belgoul. Est-ce que je peux rappeler les coordonnées de mon site? Oui, tout à fait. Il est extrêmement important que les auditeurs de Radio Courtoisie nous connaissent bien. Pour nous connaître bien, il faut aller régulièrement sur jre2014.fr et toute notre actualité passionnante, il sera régulièrement connu par ce site-là. Vous aurez le calendrier des actions, la nature des actions, les résultats de ces actions. Merci. Bonsoir. Farida Belgoul, JRE 2014. Merci Frédéric Pichon.fr évidemment. Merci Frédéric Pichon et merci Christian Brosio. Merci Arnaud. Et on se retrouve dans un mois
pour ce libre journal des enjeux actuels. Merci Arnaud Guyot-Janin. Au revoir. Au revoir. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la nuit des enjeux actuels dirigé par Arnaud Guyot-Janin, diffusé en direct mardi 21 octobre 2014 de 21h30 à 23h. Il est diffusé en différé jeudi 23 de 21h30 à 23h également, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.